Nouveau tour de l'actualité sur Télésud. Merci de nous rejoindre mercredi 10 octobre à la une, à 2 jours du sommet de la francophonie. Hollande fâche Kinshasa, mais pour l'opposition congolaise, cette rencontre est l'occasion de braquer les projecteurs sur la gouvernance de la RDC. Les descendants d'immigrés d'Afrique 3 fois moins bien armés face au chômage que les Français de souche, selon un rapport de l'INSEE, une première du genre en France. Au tri des forces de cette enquête, pas moins de 90% des immigrés ont le sentiment d'être français. La citoyenneté au Mali, la question est posée, mais au travers d'une pièce de théâtre. Tanini Bougou, c'est son nom, une critique très intéressante d'une société en pleine crise politique et sociale. L'appréciation du président François Hollande sur les droits de l'homme en RDC est excessive. Ce sont les mots de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, à quelques jours du coup d'envoi du sommet de la francophonie. Le sommet n'a même pas encore commencé, qu'il s'annonce déjà tendu. On écoute à ce propos Lambert Mende. Sur les droits de l'homme, je crains que cette appréciation négative du président de la République française concernant notre pays ne soit quelque peu excessive et en tout cas hâtive. Il suffit de comparer la situation des droits de l'homme dans la partie non en guerre de la République démocratique du Congo avec ce qui se passe dans d'autres pays dans la région pour se rendre compte que c'est une appréciation qui ne reflète aucune réalité. Il y a là une position qui mérite à être mieux documentée. Le président Hollande sera à Kinshasa et il se rendra compte qu'il n'a pas besoin d'insister pour rencontrer l'opposition. Justement, les partis d'opposition congolais, après s'y être opposés, se disent aujourd'hui tout à fait prêts à accueillir cet événement, l'occasion pour eux de faire entendre leur voix à l'international et ainsi dénoncer les irrégularités et le non-respect des droits de l'homme en RDC. Correspondant sur place, Sylvine Galoula, Fabrice Kitoko. Plus de peur que de mal, les activités du 14e sommet de la francophonie vont peut-être se tenir dans le calme. L'opposition qui appelait il y a quelques jours au boycott est revenue sur sa position. Du moins pour l'aile dite radicale pilotée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi a ordonné à travers un communiqué publié lundi par le secrétariat général de son parti le report de la journée ville morte qu'il envisageait d'organiser ce mardi à Kinshasa. Aux forces acquises au changement, un groupe parlementaire proche d'Étienne Tshisekedi, on ne trouve aucun inconvénient à participer à ces assises. Pour Martin Fayoulou, président de l'ECID et des FAC, François Hollande vient répondre à une exigence protocolaire. François Hollande veut simplement dire par là, s'il vient ici, c'était des pressions qu'il avait reçues de toutes parts, y compris de l'OIF et du milieu d'affaires. Mais si ce ne dépendait que de lui, il ne pouvait pas venir au Congo. Un autre élu de l'opposition, Emery Okunji Nzonvu, cadre de FONUS, parti cher à Joseph Olingankoy, appelle François Hollande à exiger de la RDC le respect des valeurs prônées par l'Organisation internationale de la francophonie. Notre message vis-à-vis du président français, c'est de lui demander de peser de tout son poids au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que l'agresseur ou les agresseurs soient condamnés et qu'ils soient sanctionnés pour ça. Côté majorité présidentielle, on se refuse à tout commentaire. Les cadres de la famille politique du président Joseph Kabila ont préféré ne rien dire avant la tenue effective des travaux du 14e sommet de la francophonie. Quoi qu'il en coûte, le gouvernement congolais est déterminé à réussir son pari. Et puis à l'heure où l'on parle de plus en plus de l'engagement de la France au Nord Mali, cette vidéo diffusée par un site mauritanien d'information, Sahara Media, on y voit un djihadiste français vivant à Tombouctou. Il met en garde la France et les États-Unis contre une intervention militaire dans le nord du pays. C'est la première fois que l'on entend un islamiste d'origine française soutenir la cause du djihad international au Sahel. Et pendant ce temps, au sud de la Somalie, vous le savez, les Chebabs ont abandonné leur bastion qu'ils occupaient depuis 2008. Kismayo fut il y a encore quelques semaines le port de ravitaillement des islamistes. Mais aujourd'hui, contrôlé par les soldats somaliens et de l'Union africaine, Kismayo renaît de ses cendres. Patricia Dreline. Kismayo, ville portuaire, est désormais contrôlée par les soldats somaliens et kenyans. Les islamistes Chebabs ont abandonné leur bastion qu'ils occupaient depuis 2008.
À Kismayo, la situation sécuritaire s'est améliorée et l'activité économique et financière reprend petit à petit. Mais même sous haute sécurité de la mission de l'Union africaine en Somalie, certains hommes d'affaires ont encore peur d'être filmés par crainte des représailles des islamistes Shebab. Je pense que sur le plan de la situation sécuritaire, dans l'ensemble, ça s'est beaucoup amélioré. C'est de mieux en mieux chaque jour. Nous attendons dans les semaines à venir que ça devienne mieux encore. Les Shebab ont assuré que la perte de ce bastion Kismayo était une tactique et qu'ils comptaient transformer Kismayo en champ de bataille contre les forces pro-gouvernementales. Les habitants de Kismayo ne cachent pas leur inquiétude quant à une éventuelle réapparition récente de milices. Vous avez vu, les gens du pays ont encore peur, parce que pendant près de 4 ou 5 ans, ils étaient sous le contrôle d'Al-Shabaab. C'est pourquoi ils espèrent aujourd'hui mener une nouvelle vie. Je suis très content que la situation change. La Somalie a réalisé dernièrement un certain nombre d'étapes comme la prestation de serment du président Sheikh Mohamed Hassan. Et il y a quelques jours, le président somalien a nommé son premier ministre, Abdi Farah Shirdon Saïd, pour mettre en place un gouvernement efficace. Les combattants islamistes Shebab estiment qu'il sera un simple jouet aux mains des puissances. Devenez des sauveteurs pour les pays en voie de développement. C'est la campagne menée en ce moment par l'organisation non gouvernementale One. Une campagne qui vise à interpeller les dirigeants européens sur la nécessité de maintenir l'aide pour le développement des pays du Sud sur le parvis de l'hôtel de ville. Et ils se sont retrouvés par Ternan Gouloun. Il était pour nous. Un appel, une signature, voilà qui est suffisant pour l'action de One. Sur le parvis de l'hôtel de ville cet après-midi, plus d'un passant est abordé par les membres de l'ONG. Le but, amener le public à soutenir des actions en faveur des pays en développement. Donc nous voudrions sensibiliser les contribuables et leur dire faites attention aux négociations à Bruxelles et mobilisez-vous pour qu'on puisse continuer à aider les plus pauvres dans le monde. La crise dans la zone euro est essentiellement au cœur des préoccupations de l'ONG. Au moment où les pays de la communauté prévoient de réduire leur budget d'aide au développement, One a choisi de défendre le projet présenté en juin 2011 par la Commission européenne prévoyant une hausse de la part du budget destiné aux pays en développement. Une initiative que soutient la mairie de Paris. Nous en faisons d'autres, évidemment. Nous avons des actions de coopération avec le Sud extrêmement ciblées sur la lutte contre le sida, sur l'eau et l'assainissement, sur le développement urbain. Tout ça, Paris le fait en association avec d'autres villes, sur des fonds européens, sur des fonds du ministère des Affaires étrangères. Entre 2004 et 2009, l'aide de l'Union européenne a notamment contribué à scolariser 9 millions d'enfants et à vacciner 5 millions contre la rougeole. 720 000 instituteurs ont été formés et plus de 7 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides fournis. Après le parvis de l'hôtel de ville, la campagne restant des sauveteurs du siècle se poursuivra sur les réseaux sociaux où un appel à pétition a été lancé. L'ONG One milite ainsi pour que la crise ne passe des finances à l'humanitaire. Venir d'ailleurs constitue un handicap pour bien vivre en France. C'est la première fois que l'INSEE s'intéresse aux enfants d'immigrés, à leur trajectoire. Un rapport qui souligne leur difficulté à trouver un emploi. Et même s'il est difficile de résumer en quelques mots la radiographie de cette nouvelle société française, une chose est sûre, ces filles et fils d'immigrés ne rejettent pas la République qui les a vus naître. Moïse Moncor. Les descendants d'immigrés en France sont environ 6 millions, soit 11% de la population. Un tiers vient de l'Union européenne et notamment d'Europe du Sud, un tiers du Maghreb, un tiers d'Afrique subsaharienne, de Turquie et de Chine. C'est la première fois que l'Institut des statistiques s'intéresse à la situation de leur emploi. 5 ans après leur sortie de l'école, 80% des enfants d'immigrés d'origine européenne trouvaient un emploi. À l'inverse, seulement 60% des enfants d'origine africaine ont un emploi à leur sortie du système scolaire. Et même dans ces cas, ce sont des emplois moins stables. Il y a effectivement de la discrimination et puis il y a d'autres facteurs qu'on a du mal à connaître et à estimer. Le fait d'avoir un réseau social. On sait que par exemple, certaines populations immigrées ne disposent pas de ces réseaux d'intégration. L'étude de l'INSEE révèle donc un véritable fossé entre les enfants d'immigrés et ceux de souche française sur le marché de l'emploi. 29% des enfants d'immigrés sont au chômage contre 11% des enfants ayant des parents français.
Cette inégalité d'accès à l'emploi s'explique en partie par un niveau de formation plus bas que les autres. Ils sont moins souvent diplômés, par exemple 30% sortent du système éducatif sans aucun diplôme, c'est 2 fois plus que les descendants d'immigrés d'Europe du Sud ou que les descendants de personnes dont les parents sont nés en France. L'enquête de l'INSEE indique également que les Français de souche sont 74% à être en CDI contre 67% des Français d'origine africaine. Quant à la répartition géographique, en métropole, les immigrés représentent 17% de la population en Île-de-France, 10% en Provence-Côte d'Azur et en Alsace. Tani Nibougou, la métaphore de l'absence totale de citoyenneté au Mali, c'est le thème de la pièce de théâtre présentée par la compagnie Blomba, mise en scène Alioune Ifran Ndiaye. Preuve que malgré la crise, les initiatives culturelles ne cessent de foisonner et poussent à la réflexion sur le sort du pays. Nianian Aliou Traoré nous présente la pièce. Dans cette pièce, le maire de Tani Nibougou est un cadre supérieur de son État et très proche des citoyens. Ingénieur des ponts et chaussées, Guiba Kassambara, personnage principal de la pièce, a l'esprit fort occupé par un sport bien connu, le tanimi, la chasse à l'argent. Avec son laquais Bablé, il complote de liquider Tani Nibougou et de partager la recette avec tous les citoyens. Tani Nibougou, pour moi, ça représente toute une nation. C'est un pays où, comme tous les autres pays, chacun se voit là-dedans. Donc, en conclusion, les gens doivent prendre conscience à partir de cette pièce. C'est pour inviter vers un changement de comportement. Au finish, les deux complices arrivent à leur fin, sans difficulté. Ils ont trouvé preneur, Tani Nibougou est soldé, terrain vierge est viabilisé, mosquée, cimetière, place publique, église, école, route, même la mairie, tout y passe. On donne un peu la vision ou notre vision de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali. Généralement, on accuse seulement la classe politique et nous montrons aussi la part de responsabilité de chacun de nous, du citoyen qui a démissionné et du manque de citoyenneté dans le pays. Du beau spectacle en tout cas, même s'il s'avère assez long, on peut regretter aussi beaucoup de gros mots dans le dialogue, de quoi heurter la sensibilité des adultes pour ne rien dire des tout-petits. Et avant de nous quitter, je vous rappelle une des informations principales développées dans ce journal, une déclaration de François Hollande qui fait des vagues à 2 jours du coup d'envoi du sommet de la francophonie. Pour Kinshasa, le président français ne reflète aucune réalité, mais pour l'opposition congolaise, cette rencontre est l'occasion de pointer du doigt le régime de Kabila. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est Patricia Dreline que vous retrouverez pour un nouveau tour de l'actualité. À très bientôt sur notre chaîne.